It is with great enthusiasm that the English-speaking community of Quebec welcomed our Premier's naming of Kathleen Weyl as the minister responsible for relations with English-speaking Quebecers. This was a clear message that our Premier was listening to the concerns of the community. In many ways, it was and is an historic nomination. Ms. Weyl is no stranger to our concerns. She's a proud McGill graduate. We were just exchanging a minute ago, and McGill geography, we figured that we were somewhere around Peel and McTavish Street around the same time just a couple of years ago as we were doing our studies. She's a proud McGill graduate in history, political science, and law. She's been profoundly involved in the health and social service sector for many years. She was an administrative member of the Montreal Children's Hospital and the Régie Régionale de la Santé des Services Sociaux here in Montreal. It's fair to say that Minister Weyl understands our mission here at Dialogue McGill. She is certainly very well positioned to be our voice in our quest to serve the linguistic minority in the vital areas of health and social services. It is therefore our honour to welcome Minister Weyl to our symposium and to sincerely thank her for being present with us this morning. Minister Weyl. Merci beaucoup. Alors, je vais saluer plusieurs personnes. Je vais le faire dans les deux langues. Ça va parce que je pense qu'il y a des francophones et des anglophones et je sais que tout le monde est bilingue, de toute façon. Alors, donc, Jim Carter. Donc, je voudrais... D'ailleurs, je dirais, c'est des membres de la famille, de la grande famille. Il y en a beaucoup d'entre nous. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Et la genèse de finalement cet événement, ça remonte à nos jours quand on travaillait ensemble dans le réseau de la santé et des services sociaux. Jennifer Johnson, Executive Director of CHSSN. Monsieur Weinstock, grand plaisir de vous voir ce matin, Director of the Institute for Health and Social Policy at McGill. Madame Mireille Marcil, Director of the McGill Retention Program, Yannick Martin, du ministère de la Santé et des Services sociaux, Coordinator secrétariat à l'accès aux services en langue anglaise, et évidemment, William Flock, Associate Secretary General. Alors, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ici aujourd'hui à Dialogue McGill, Better Communications for Better Care. Et je dois vous dire, ça m'a pris un certain temps pour savoir exactement quel est le mandat de Dialogue McGill, comment ça s'imbriquer dans l'Institut. Alors là, j'ai compris un peu mieux, j'ai eu des discussions ce matin et j'ai posé beaucoup de questions ces derniers temps. Et je comprends qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait depuis le projet de loi la loi 142. Nous, Jim et moi, on était ensemble à l'époque où on a, à l'époque, c'était avec Russell, qui a été celui qui a piloté ça avec Alliance Québec et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir tout le travail qui a été fait sur le terrain pour amener des améliorations pour l'accès. Donc, je pense qu'on partage tous cet grand intérêt pour le réseau de la santé et des services sociaux, mais je vous dirais même que c'est une passion. Je pense que c'est une passion parce que c'est extrêmement complexe comme réseau, mais c'est un réseau public avec des grandes valeurs. Alors, on se retrouve tous un peu là-dedans. And I'd like to congratulate Dialogue McGill and for this initiative. It's fascinating to see and to understand what it is that you're trying to do, where it came from originally. As I understand it, is support from the federal government for the linguistic minorities, the francophone minorities outside of Quebec, who had a problem with talent, essentially, professionals to support the French-speaking healthcare system, social service system. Of course, the problems here are different. Alors, j'ai vu un peu l'horaire que vous avez, puis j'aurais voulu être ici les 2 journées entières parce que je vous dirais que ça m'aiderait beaucoup aussi dans mon mandat. So, yes, a historic moment. I felt it as a historic moment when I was named minister responsible for English-speaking Quebecers. A true honor, really a true honor. I knew that the Premier was, we were in dialogue with QCGN, notably, trying to convince us that it took, a minister, and they started talking about a secretariat some time ago. And it was the Premier, the thought amongst us was, well, we've got ministries that have that responsibility, right? Health, mostly we think about the Ministry of Health and Social Services and Education. We've got a constitutional guarantee for English education. We have legal rights for health, but he realized, going around Quebec
And he mentioned it was in Gaspésie that he realized, no, we need more. We need something more. We need a government structure because you're not going to change. It's going to be very difficult changing things if you don't have a government structure that has the mandate, the authority, the legitimacy in some ways to move government. So I'm the lucky person to inherit this responsibility. And so the Secretariat has a broad mandate, but as you can imagine, it's a horizontal mandate because to do the job we have to be knocking on a lot of doors and we have to seek the collaboration of many colleagues. Alors, le mandat, évidemment, c'est aussi travailler pour la communauté, s'assurer des services gouvernementaux, que les politiques puissent refléter les besoins de la communauté, que l'on puisse aussi avoir de meilleures données. Meilleures données parce que les politiques publiques sont toujours basées sur des données. Et ceux qui ont préparé le terrain pour notre arrivée m'ont dit qu'alors qu'ils frappaient sur certaines portes au gouvernement, ils se sont rendus compte que des grands ministères n'avaient pas de données sur la communauté d'expression anglaise. Alors, comment ajuster l'offre si on n'a pas une bonne lecture? Alors, ce que je fais depuis un certain temps, c'était au mois de novembre qu'on a lancé le secrétariat, we decided to launch a consultation process in 3 phases. The initial phase, of course, and it's a bit parallel, is I'm going out and meeting, and many of you I have already met in the different regions where you work. And I'm going to continue this visiting different organizations on the ground and stakeholders, institutional leaders. Of course, school boards are there. And the CISs are there, and they all have certain names. The one that struck me was CISO in Outaouais. I didn't think it was the greatest name for healthcare, but anyhow. And Abitibi, Témiscamingue, Val-d'Or just recently. And what's interesting, and then the second phase, of course, is the consultation that we're doing right now in 5 intense sessions or maybe more over the following days. We had our first one, a fantastic one yesterday, and then we're going to be doing one today and several over the weekend. I did ask for some time to do cross-country skiing this weekend, so they left my agenda free to do that. And what's extraordinary, and then the final phase, of course, is a one-day forum where we bring all this together. And all of this is to create an action plan that, in the immediate, I have to admit, I'm targeting the budget. I'm targeting the budget, and I'm knocking on all the doors. And we're getting support. We're getting support from the Ministry of Finance to help us in where we could put some of these ideas that we're hearing about on the ground. Mais je comprends bien que le travail est beaucoup plus moyen et long terme, mais de toute façon de bien se positionner. Alors, les enjeux que vous soulevez, évidemment, vous êtes beaucoup dans la rétention, mais la rétention des talents, vous savez, pendant des années, en tant que ministre des Migrations, on sélectionne des talents, on recrute des talents, on va chercher dans le monde entier pour des talents. Et la pénurie de main-d'œuvre qui devient de plus en plus aiguë, qui fait en sorte que tous les secteurs de l'économie vont être frappés de plein fouet. Je vous dirais, dans les régions, ils le sont déjà. Mais là, on perd des anglophones. Et quand on regarde ceux qu'on perd, évidemment, de Montréal, qui ont fait leurs études à Concordia, à McGill, très talentueux, et ils ont des choix. Ils peuvent aller ailleurs, et on comprend les choix, mais c'est très bien que les jeunes aient des choix, mais on voudrait qu'ils aient le choix aussi de rester ici. Alors, on regarde ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour retenir ces talents. Mais j'ai entendu la même chose dans le secteur de la santé en Outaouais, parce que it's the same thing as Montreal. They can just leap on over there to Toronto, and I know because a lot of my kids' friends, some have come back though. Some have come back, which is a good thing. A lot of young people are very bilingual, and if the opportunities are right, they will come back. But in the healthcare sector, of course, that's an issue. And what they mentioned for some professionals, I'm sure you have heard this, is that they have to be proficient in French sometimes to get a job, and their French is perfectly adequate, but there's a requirement that's just too high sometimes. So we're picking up a lot about this French second language. People want French second languages support at different points. It could be, as we do with immigration, we created a program for French in the workplace. So we fund that with another program,
the Immigrant Investor Program, in fact. So we give them stages in businesses, but with French language support. Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs collègues, notamment le premier ministre. Tout le monde trouve que c'est une excellente idée, mais c'est de voir comment ça va se construire, tout ça. Et donc, nous, on entend des choses intéressantes sur le terrain. Bill's put together some interesting statistics for me. There's other things that we're hearing that you would have heard a lot about. I mean, the access plans, the structural changes that have happened in the last few years since 2014 have left some gaps because people have changed positions, is what I heard in l'Outaouais. And so they don't know who to go see. But one really positive thing I've heard is les CIS sont vraiment de pleine collaboration avec la communauté d'expression anglaise. Ils veulent être capables et être en mesure de bien répondre aux besoins. Mais je pense qu'on a tous besoin de savoir qu'on a le support nécessaire pour mener à bon port ce projet. Maintenant, il y a des gens qui travaillent fort sur la réglementation actuellement, le ministre notamment. Le ministre avec des représentants de la communauté d'expression anglaise, et il est très sensibilisé à ce que la communauté souhaite avoir comme représentation. Il est très, très, très au fait. On se parle très souvent. Donc, c'est vrai qu'au gouvernement, des choses peuvent prendre un certain temps. Donc, on attend la deuxième version, la version finale de la réglementation. Mais quoi qu'il en soit, on sait qu'il y aura un certain temps avant que le comité soit créé, parce qu'il faut une bonne représentation, qu'il planifie ses plans d'accès. Est-ce qu'il y a des urgences entre-temps? Je pense qu'on doit tous être alertes. Et si vous avez des commentaires là-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait faire entre-temps? Parce que ça peut prendre des mois avant que les plans d'accès soient accessibles. Vous êtes dans la formation pour retenir ce que j'appelle des talents. Hein. J'ai pas parlé, vous avez parlé de mon expérience et mon attachement personnel, mais ça remonte très loin. Mon père est venu étudier la médecine à McGill, de Chapel Hill, un Américain. So in the States, it's Weil. Et en français, on m'appelle Veil, so I do have two identities, though I am English on both sides, but Irish, Scottish, etc., but francisé. At 5 years old, went to Collège Marie de France and did all the way up to baccalauréat, and McGill was the first time I studied in English. Et beaucoup de membres de ma famille, donc en médecine, etc. Donc, un attachement très naturel. Ma mère travaillait dans le réseau aussi de la santé. 7 enfants nés au Royal Vic. Mais j'étais là au début du CUSUM. Je travaillais dans un secrétariat, justement, dont Daniel Johnson était président. Et c'est Nick Steinmetz. Nous deux, on siégeait au conseil d'administration de la Régie régionale de Montréal. Il est venu me voir et dit, Kathleen, est-ce qu'on pourrait amener à ton secrétariat l'idée de créer un hôpital, un super hôpital, le Super Hospital, mais un centre d'excellence avec ces hôpitaux. Alors, c'est là que le premier 6 millions au début des années 90 a été donné pour cette étude. Mais j'étais déjà à ce moment-là très passionnée par les mouvements dans la communauté, mais aussi l'extraordinaire compétence, intelligence, détermination de la communauté anglophone, surtout du réseau, son excellence. Alors, quand on parle de formation, c'est sûr qu'on n'est pas dans la même situation que les francophones hors Québec, qui devaient tout abattre. Nous, notre risque, c'est de perdre les gens et c'est de faire en sorte que les critères soient pas trop sévères pour qu'on les perde. Alors, comment est-ce qu'on peut ajuster le tir pour les garder? C'est crucial, je l'ai entendu dans beaucoup de régions. Donc, et par la suite, Badshaw. I'd like to talk about social services as well, because Bill highlighted, you saw over Christmas, the study that came out from Statistics Canada about poverty. Higher levels of poverty in the English-speaking community. That's a problem in Montreal, by the way. It's a problem in Montreal, but it's also a problem in the regions. But what do we see? We see children and youth more at risk. And when you're on the ground, you understand why they're at risk. Il n'y a pas d'orthophonistes. Ils ont de la misère à attirer ces professionnels. So it gets back to these professionals. What can we do about the working conditions, shared time, these people working with different employers? There ought to be something that we can do. Et moi, je dirais que quand on parle des enfants, ça doit être la priorité numéro 1 de toute société. Et donc, le jour même de cette étude, moi, j'ai appelé évidemment celui qui l'a
qui a écrit un des rapports qui était dans la Gazette, et Jack Jetwab. Et le même jour, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale m'a appelé. C'était les vacances de Noël. Il dit, Kathleen, je regarde ça, il va falloir qu'on travaille ensemble. Alors, il a une politique contre la pauvreté. Alors, j'ai dit, OK, mon secrétariat va analyser qu'est-ce que c'est exactement cette pauvreté, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on a déjà l'intention de travailler ensemble avec un comité d'experts, évidemment, pour analyser cette question de pauvreté. Parce que c'est la genèse de tout problème, hein? Les problèmes de santé, l'isolation, le fait qu'on n'a pas d'emploi, tout ça est imbriqué. Alors, si les enfants, en partant, n'ont pas accès à certains services, il faut que, comme société, on porte attention. Alors, je vous dirais, parce que je ne veux pas prendre plus de temps, je pourrais continuer longtemps, parce que je vous dirais que je savais que ce serait extraordinaire, mais ce qui me frappe beaucoup, puis je le répète souvent, puis je vais le répéter souvent, l'extraordinaire travail que vous faites, vous, tous, chacun d'entre vous, collectivement, ensemble, et je dois souligner le travail du gouvernement fédéral. Je ne sais pas s'il y a des représentants ici du gouvernement fédéral. Ah, oui. Ça, là, honnêtement, si le gouvernement fédéral n'avait pas eu ces programmes pour supporter toutes ces initiatives, écoutez, ce serait beaucoup plus difficile pour nous. Et pour vous dire le message qu'on a du gouvernement fédéral, et Bill le sait aussi, c'est pourquoi j'ai choisi quelqu'un qui avait 17 ans d'expérience au gouvernement fédéral, justement, c'est qu'on puisse travailler main dans la main avec le gouvernement fédéral, ensemble, pour la communauté d'expression anglaise. Mais vous avez été là, nous aussi, d'une autre manière, en vertu des droits constitutionnels et légaux, mais c'est plus la vitalité, travailler sur des enjeux de vitalité de la communauté. Et donc, c'est une expression que j'aime beaucoup parce que tout passe par un réseau de santé, un accès au réseau de santé et services sociaux, mais la culture aussi. Hein? La culture aussi. Donc, on n'est pas ici pour parler de culture, mais il y a une foule de choses qu'on peut faire, comme le gouvernement fédéral le fait dans toutes les provinces pour les communautés francophones. Alors, on va travailler avec vous, on va travailler avec le gouvernement fédéral. Je vais travailler avec mes collègues. Je peux vous en nommer plusieurs qui sont intéressés parce qu'ils ont tous quelque chose qu'ils peuvent faire. Éducation, santé, c'est les plus évidents. Martin Coiteux, lui, il a des affaires municipales. C'est extraordinaire, le nouveau programme en affaires municipales. Les maires veulent être des partenaires pour la résilience des minorités dans leur communauté. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Je pense, je m'adresse à vous tous, je pense qu'on peut travailler ensemble. Ça m'a l'air très intéressant. On pourrait penser, puis je pense que Bill déjà y pense certainement, comment on pourrait travailler ensemble, comment le secrétariat pourrait vous appuyer dans la mission que vous avez, parce que je trouve que la relation, elle est toute naturelle. Alors, je vous remercie de votre attention. Have a very good day. Thank you. Je vais aller m'asseoir. Alors, en vos noms à tous, je tiens à remercier la ministre. In all your names, thank you again to the minister for her support and for, I think, some words that are getting us off to a very good start this morning. And we discover another way in which we are similar. While the minister was doing her studies at Marie de France, I was at Stanislas, which was the boys' school at that time, and also suffered through the calvaire of the baccalaureate. Some things don't lie.